Et voilà, bienvenue à ce magazine, à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16 heures justes. Mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée par les consultations. Nous nous poserons des questions sur quelle sera l'efficacité du gouvernement par rapport au profil du Premier ministre et que nous aurions le profil de membres du gouvernement. Et puis, nous allons parler aussi sur la réforme institutionnelle et puis sur Nous discuterons aussi sur les élections. Nous avons sur notre plateau Maître Willy Tassa, c'est aussi un habitué de cette émission. Maître William Tassa, Kokolo. C'est avec lui que nous allons parler sur ces sujets, y compris le dossier de l'Est. Maître William, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous nos téléspectateurs et merci pour votre invitation. Et je vous en prie. D'entrée de jeu, Maître William, vous étiez candidat aux élections, ça a été? Non, ça n'a pas été. Vous savez madame, les élections c'est un jeu, il y a des gagnants et des perdants. Nous avons tout accepté sportivement et nous espérons que... Sans saisir la Cour constitutionnelle? Ah non, pas du tout. Nous n'avons pas été opportun ou opportune de mener une telle démarche, d'autant plus que nous sommes de la famille politique du chef de l'État. Tout le monde ne peut pas être dans l'hémicycle. Il y avait plus de 20 000 candidats. Donc à un certain moment, il faut être honnête. Mais lorsque vous aviez su qu'il y avait plus de 20 000 candidats, pourquoi vous avez pu avoir le risque de postuler? Non, postuler, c'est... Donc être dans la famille du chef de l'État, il vous est interdit de saisir la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas ça. C'est la dictature. Hein? Mais pas du tout. Postuler, c'est une chose. C'est une option, c'est un choix en fait. Postuler, c'est une chose. Et c'est comme je dis, c'est un jeu. Si vous ne... Donc soit vous perdez, soit vous gagnez. Et en l'espèce, nous avons perdu et nous sommes beaux joueurs. Nous espérons que prochainement, ça marchera. Vous êtes reproché de quoi? De votre échec? Ah ben de rien du tout. Vous savez, les élections, c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui choisit. Et il y a aussi un aspect que je dois soulever. Le système électoral actuel est un système quand même assez complexe. Le système de liste et tout ça. Et donc... Pour mon cas, par exemple, mon regroupement n'a pas atteint le seuil dans la ville de Kinshasa. Or, le préalable, c'est d'abord atteindre le seuil. Le regroupement ou le parti atteint le seuil. Et après, l'étape suivante, c'est de commencer à sélectionner les élus en ordre utile par rapport aux voix que vous obtenez. Donc nous déjà, le AADCA n'a pas atteint le seuil. Mais apparemment, vous êtes en contradiction avec le membre de votre parti politique qui avait manifesté farouchement en disant qu'ils ont subi une injustice. Madame Adel a été victime d'une injustice. Ils ont atteint les seuils. Vous vous contredisez, pourquoi? Non, il faut faire la part des choses, madame. Les manifestations ont eu lieu après la publication des législatives nationales. La direction du parti avait estimé que c'était incohérent qu'un parti qui atteint le seuil n'obtienne qu'un seul siège. Parce que nous ne parlons pas de Mme Adel en tant qu'individu. ADC n'a eu qu'un seul siège, alors que nous avons atteint le seuil. Nous avons fait plus, au-delà même du seuil, parce que nous avons fait 191 000 voix. Alors que les mêmes partis ou les mêmes regroupements que nous, qui ont fait moins de voix que nous, ont eu 2, 3, 4, 5 sièges. C'est là que le problème s'est posé. Et donc, en toute liberté, vous savez, manifester, c'est un droit. Nous avons manifesté et il y a eu des pourparlers politiques. Vous nous avez vus aux consultations. Donc, je crois que les choses sont en train de se corriger. Et voilà, Maître Williams, il y a consultation déjà pour formuler le gouvernement Fachi 2. Dites-nous un peu, est-ce qu'Augustin Kabouya a-t-il le profil d'un informateur? Vous savez, madame... Sans complaisance. C'est une question assez difficile. Complexe? Non, parce que le chef de l'État est la seule personne à apprécier, n'est-ce pas? Mais il n'est pas un Dieu, peut commettre aussi une erreur, non? Ah, mais non, lorsque nous disons qu'il a commis l'erreur, il faut prouver l'erreur. Monsieur Augustin Kabouya, je ne suis pas son porte-parole, je commente une actualité politique. Monsieur Augustin Kabouya est un député national. Il est chef
il est chef du parti présidentiel, entre guillemets, parce que, je dis entre guillemets parce que le candidat numéro 20 a postulé en tant qu'indépendant. Mais nous savons tous que l'UDPS, c'est le parti d'où est issu le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, je pense qu'il avait tout pour faire ce travail. Et puis, c'est un informateur. Ce n'est pas le formateur du gouvernement. Mais un informateur doit aussi avoir des critères. Mais être conciliateur, être intelligent, avoir la discrétion. Mais apparemment, ces choses-là ratent dans le chef d'Augustin Kabouya. Vous êtes en train de dire indirectement que M. Kabouya n'a pas de discrétion ou bien il n'est pas intelligent. Pour un parti comme l'UDPS, je ne pense pas que on peut... Selon certains, une opinion. C'est leur droit le plus strict. Chacun a le droit d'apprécier. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il est dans sa peau. Et du reste, le travail est en train de bien se faire. Vous êtes sincère envers vous-même, ce que vous dites, ou encore c'est juste par complaisance, ou comme vous êtes de la même famille politique? Non, pas du tout. Je suis sincère parce que je vous ai rappelé ici que c'est un informateur. L'informateur a pour mission essentielle d'identifier la majorité. Ce n'est pas si complexe que ça. Il y a un calendrier qui a été mis en place. Il y a un programme de réception et nous suivons à la télé que ça se passe très bien. Donc il ne faudrait pas que l'on puisse épiloguer sur des choses simples. C'est un député national, déjà, c'est un élu, c'est le chef d'une grande formation politique. Je ne vois pas pourquoi on voudrait quelqu'un d'autre à sa place alors que les choses se passent assez bien. Maître William Thiassa, j'aimerais avant de continuer cette question, revenir un peu en arrière. Politiquement, comment vous vous préparez pour le mandat prochain? Alors, je n'ai pas compris, lorsque vous parlez de vous parlez de moi ou de la famille politique? De vous. Ben, moi, je suis déjà un avocat. Je suis un avocat et je soutiens le président de la République dans sa vision et dans sa bonne volonté de redresser la République. Je sais qu'il en a les capacités, il l'a prouvé à plusieurs reprises et je suis en train de l'accompagner. Par contre, peut-être pour anticiper un peu, je ne sais pas si c'est une question qui est prévue. Je considère que le second mandat devra être un mandat correctif, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que tout n'a pas été rose, il y a eu des ratés au premier mandat, forcément. Le deuxième mandat, c'est pour nous permettre de faire mieux. Et donc, je ne me positionne pas, moi, personnellement, mais je me vois dans un tout. Il faut quand même le dire, le chef de l'État a fait 73% de voix. Et donc, il y a beaucoup de Congolais qui ont cru en lui et qui y ont accepté de lui donner une seconde chance. Et nous savons la manière dont les élections se passent en Afrique, surtout ici chez nous, non? On a vu des machines à voter être distribuées auprès des particuliers. C'était une évidence qu'ils puissent avoir ces 73% entre guillemets. Je ne m'inscris pas dans ces registres-là. Vous n'êtes pas au courant que les machines à voter ont été distribuées? Non, lorsque vous dites que ce n'était pas étonnant que le résultat... Parce que Botakile, il est passé sur la voie des ondes, sur les médias en disant que on m'accuse d'être fraudeur, d'avoir la machine à voter. Mais moi, j'aimerais vous dire que j'ai donné 50 000 voix au chef de l'État. Je laisse à M. Botakile la seule responsabilité des propos qu'il a tenus. En ce qui me concerne, j'aimerais dire aux Congolais que, d'ailleurs, ils le savent, les élections parfaites, en fait, ça n'existe pas. Je me rappelle, en 2004, il y a eu bourrage des urnes aux États-Unis, dans l'Ohio. La comparaison n'est pas raison. Non, hein? mais non, c'est une manière de dire que... Et puis, madame, ouvrons un peu une parenthèse. Allez-y. La RDC est une jeune démocratie. Ça insinue quoi d'être une jeune démocratie? Non. Il faut favoriser la fraude, la tricherie. Nous devons avoir le temps d'apprendre de nos erreurs. Je crois que c'est le 4 ou le 5e cycle, 2006, 2011, 2018. C'est à peine le 4 ou 4e cycle. Donc, nous avons encore à apprendre pour ce qui est des élections. Deuxièmement, nous avons un très grand territoire.
On parle de près de 76 000 bureaux. Donc sur le plan logistique, il y a encore des problèmes à résoudre. Et sur le plan des infrastructures, vous savez qu'à chaque cycle électoral, il y a toujours la MONUSCO qui nous prête main forte parce qu'il y a des coins inaccessibles à travers le pays. Donc tous ces aspects-là doivent être pris en compte dans la réflexion que nous menons ou que nous faisons sur les élections. Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas que telle machine s'est retrouvée. Et puis, je ne sais pas si vous parlez des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux... Ce sont des informations vraies. Oui, mais aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. On peut être ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a eu des machines qui ont été distribuées. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont parmi les médias qui nous donnent aussi des informations. Pourquoi vous voulez nier ça? Les machines ont été retrouvées. Parce que distribuer, moi je suis un avocat, je suis sensible au mot. Les machines ont été retrouvées. Parce que les gens ont distribué. Bon, je ne confirme rien, je n'étais pas là. Le fait est que... Alors comment... S'il vous plaît... Permettez que je termine, madame. Allez-y. Les machines ont été... Certaines machines. Et d'ailleurs, il semblerait que certaines vidéos qui ont circulé sur les réseaux, ce sont des anciennes vidéos de 2000... des anciennes images de 2011. On a même prouvé cela. Car cela ne tienne. Si, lors de cette élection, il se trouve ou il s'avère que certaines machines se soient retrouvées dans les mains des individus, encore que ces gens ont été sanctionnés. Donc le débat est clos. La CENI a sanctionné des personnes entre les mains desquelles les machines... Donc déjà, le problème a été réglé. Parce que toutes ces personnes ont été invalidées. Comment se fait-il qu'alors les agents de la CENI n'ont pas été sanctionnés, ceux qui ont distribué? Non, ils l'ont été. Moi, j'ai vu des correspondances où on a sanctionné certains cadres de la CENI qui se sont révélés coupables ou dont les faits se sont avérés à leur charge. Moi, j'ai vu des vidéos, en fait, des correspondances de la CENI sanctionnant certains cadres de la CENI qui ont été cités dans cette fraude, si ça en est une. Et voilà, nous continuons notre émission. Nous allons maintenant parler sur le profil du Premier ministre et puis le profil de membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous avons un seul invité sur ce plateau. Il s'agit de Maître William Tchassa. Il est cadre du parti. C'est encore quel parti? AADC. AADC. Et voilà. Alliance pour les actions de développement du Congo. Ok, c'est trop kilométrique. Maître William Tchassa, comment jugez-vous, comment nous pouvons avoir un bon profil du Premier ministre? Un bon Premier ministre pour la RDC, c'est un réformateur, à mon humble avis. C'est un transformateur. Nous devons avoir un Premier ministre qui n'a pas peur d'opérer des changements. Parce que je continue à croire que il y a un principe qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Effectivement. Donc, s'il faut continuer dans ce même décor, nous risquons à la fin du quinquennat d'avoir les mêmes résultats. Alors, il faut faire des réformes. Donc, le Premier ministre qui sera désigné incessamment devra être un réformateur parce que la République a cruellement besoin de réformes. Il nous faut des réformes. Moi, j'ai toujours dit que la Constitution que nous avons de 2006, aujourd'hui, je crois 18 ans après, il faut la mettre sur la table et y réfléchir sérieusement. Il y a parce que les défis ont changé. En 2006, lorsque nous adoptions la Constitution, il était question de mettre ensemble les belligérants. Et vous savez ce qu'il y a eu, le partage de postes et tout, des responsabilités. Aujourd'hui, les défis ont changé. Et dans notre manière d'affecter nos ressources, dans notre manière de dépenser notre argent, cette philosophie doit être imprimée. Nous ne pouvons pas continuer à étendre, à multiplier des institutions, par exemple, alors que nous avons des défis clairs qui se présentent devant nous comme la sécurité. La sécurité aujourd'hui, c'est un grand problème pour la République. Et il faut beaucoup de financement dans l'armée, dans le recrutement, dans l'achat
de nos équipements militaires, dans la formation, dans la motivation, non seulement de l'armée, mais de nos différents services de sécurité. En parlant de la réforme, vous insinuez quoi? Je n'insinue rien, mais j'ai toujours proposé... Soyez explicite. J'ai toujours proposé à ce que l'on supprime certaines institutions. Déjà, en commençant par... Quel ministère peut-être? Parce que nous parlons toujours de la réduction du train de vie des institutions. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas la réduction. Il y a des structures qu'il faut carrément, purement et simplement supprimer en faveur d'autres priorités. Aujourd'hui, nous avons eu la Chambre des représentants, l'Assemblée nationale qui a 500 députés nationaux. Personnellement, j'ai toujours dit que c'est trop. D'ailleurs, sur cette question précise, il y a un professeur, son nom m'a échappé, c'est un Congolais, mais il enseigne à Bordeaux. Ce professeur-là faisait partie de l'équipe qui a travaillé sur l'avant-projet de la Constitution. Il a clairement dit qu'on a opté pour 500 sièges parce qu'il fallait donner des postes à certains belligérants. Tout le monde n'allait pas être chef de l'État, tout le monde ne serait pas Premier ministre, donc il fallait trouver là où caser les belligérants de l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, 18 ans après, nous devons réfléchir autrement. Nous avons une Assemblée nationale de 500 députés. Lorsque vous mettez nos élus, ainsi que tous ceux qui sont à leur côté pour les aider dans leur charge, ça pèse sur l'État. Et il y a possibilité de réduire le nombre de députés. Il faut y travailler techniquement, mais je pense que la perspective, c'est celle-là. Nous avons le Sénat, qui a 108 membres. La Constitution dit que les sénateurs représentent les provinces. Mais nous avons 26 provinces. Si on fait 2 sénateurs par province, on aura 54 sénateurs. On aura réduit la Chambre haute de moitié. Il y a des structures, personnellement, que je trouve que c'est important, mais ce n'est pas indispensable au regard des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, comme le Conseil économique et social. Il y a beaucoup d'autres structures dont il faudra réfléchir sérieusement. Ça permettra au gouvernement de dégager une enveloppe suffisante pour améliorer les conditions de vie de nos militaires, des enseignants, de nos magistrats. Vous voyez, c'est de cette manière-là que... C'est dans cette direction-là qu'il va falloir aller. Donc, quand je parle de réforme, je fais allusion à ça. Les assemblées provinciales, madame, parlons-en. La législature passée, quelle est l'Assemblée nationale qui a fonctionné correctement du début à la fin? Ça n'a pas eu. Soit c'est le gouverneur qui est en froid avec la Chambre, soit c'est eux-mêmes les membres du bureau, soit les gens. Donc... Et le comble aussi est que les gouverneurs, des fois, sont en connivence avec les autorités du ministère central, national, et les députés n'ont pas vraiment la même mise sur le gouvernorat. C'est ça. Donc, en fait, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout ça sur la table et dire quelle est notre priorité, où se trouve le bonheur de la population. Lorsque un gouverneur qui prend en otage peut-être la moitié ou encore plus d'une moitié de l'Assemblée provinciale, vous voyez, c'est fragiliser quand même les députés qui sont objectifs, comme on a vu ici à Kinshasa. Aucune Assemblée provinciale n'a correctement fonctionné pendant tout ce quinquennat. Il y a eu des moments de fermeture, il y a eu des bagarres. Donc, je considère que maintenant, il va falloir opérer des réformes. Et puis, il y a aussi une chose, il y a du temps de Mobutu, pour promouvoir l'unité nationale, on dispatchait, en fait, des nominations tenaient compte des origines ethniques. On prend un originaire du Kasaï, on envoie au Katanga, on prend un originaire de l'Équateur, on envoie dans le Congo central, ça permet une certaine symbiose. Il faut revenir à ça, parce qu'aujourd'hui, avec la logique qui voudrait que chaque géopolitique. Chaque province s'organise. Il y a eu une montée du rejet de l'autre. Il y a eu vraiment le tribalisme Effectivement. qui a accru. Et donc, parmi les réformes auxquelles je fais allusion tout à l'heure, il faudra aussi voir cela. Je ne pense pas que ça soit nécessaire aujourd'hui que le gouverneur... Déjà, ça coûte beaucoup d'argent.
les élections du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux, des conseillers communaux, il faut des sénateurs, des gouverneurs. Ça coûte beaucoup d'argent et avec tout ce que ça apporte en termes de corruption, de désordre. Donc, il va falloir se mettre autour d'une table et essayer de réajuster nos textes de loi pour le bien de la République. Il se pose un problème, Maître Williams. Le Premier ministre, des fois, n'est pas à mesure de sanctionner un ministre parce que le ministre, un certain ministre, a des affinités avec le chef de l'État. Le Premier ministre se sent dubitatif, se sent limité dans ses fonctions. Bon, ça dépend de l'aura ou de l'influence de chaque Premier ministre. Vous savez, chaque Premier ministre a un peu sa façon d'opérer. Je ne pense pas que le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. S'il y a un ministre qui ne s'aligne pas dans la logique du gouvernement, on a vu ça Maloukonde avec qui c'est Nicolas Kazadi qui ne s'entendait pas, il donnait des ordres qui n'étaient pas respectés. Je pense que ça relève plus de ce que les gens racontent que de la réalité. Je ne connais pas M. Nicolas Kazadi personnellement, mais il me paraît un monsieur assez réfléchi, intelligent, et je sais que c'est très compliqué de gérer les finances de la République. Tout le monde a des yeux rivés sur le trésor, et c'est pas évident, c'est pas facile. Donc parfois il faut être ferme. Désobéir au Premier ministre, parce qu'il faut être ferme, parce que c'est un ministère compliqué. Je ne sais pas si réellement il a désobéi au Premier ministre, je ne suis pas au courant de ça, mais seulement je comprendrais que... Il boudait des fois. Je ne sais pas, mais je sais que le Premier ministre sortant, Sama Lukonde, a été à la hauteur. Il a très bien tenu son gouvernement. Je ne pense pas que, même si les incompréhensions, les divergences d'orientation ou des vues, c'est tout à fait normal. Le gouvernement, c'est comme une équipe de football. Chacun a sa personnalité, chacun a sa perception des choses. Donc, il ne faut pas attendre que ça coule comme sur des roulettes. Mais du moins, le Premier ministre, encore que le chef de l'État était républicain, était légaliste, donc je ne pense pas qu'il permettrait à ce qu'un ministre puisse manquer du respect à son chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez pu reprocher au gouvernement passé? Le nombre de ministres, trop kilométrique. Nous n'en avons pas besoin maintenant. Il faut revenir à l'ancienne formule, ministère de l'urbanisme et habitat. Ministère de pêche, élevage, agriculture, on met les tout. Hein. Les secteurs qui se rapprochent, vous les mixez pour réduire. Et je pense que c'est déjà dans cette direction-là que les choses sont en train d'aller. Les échos qui nous parviennent vont déjà dans ce sens-là. Et donc, à part la taille du groupe, vous savez, quand vous êtes trop nombreux, c'est difficile aussi de travailler. Et je pense que une soixantaine de ministres, c'est pas aussi facile à coordonner. Je demanderai, au lieu de reprocher à ceux qui sont déjà en train de s'en aller, je demanderai aux entrants, à ceux qui seront appelés à ces fonctions, de faire preuve d'initiative et surtout d'être conscient que le peuple souffre. La République démocratique du Congo, nous sommes encore très loin. Nous avons accusé un retard d'une cinquantaine d'années et nous devons en être conscients dans notre manière de faire. Ça commence par les émoluments de nos élus, des ministres, tout commence par là. Actuellement, ils vont toucher 33 000 $. Ça se dit dans les réseaux. Je demanderai au chef de l'État. C'est horrible. Je demanderai au chef de l'État, en qui nous croyons, en tout cas, de veiller pour que ça ne se passe pas de cette manière-là. J'ai lu quelque part. Même il avait dit que le rôle d'un député, c'est Rokunda Bibembe. Ils sont trop sollicités, donc il doit avoir beaucoup d'argent. Non, je pense que les gens ont déformé son raisonnement. Ce n'est pas que nous, Congolais, nous ne voulons pas que nos élus soient bien payés. Non, nous avons intérêt à ce que nos élus soient correctement traités. Mais ça doit être conforme avec nos réalités. C'est ça le problème. Il y a un principe qu'on appelle la tension salariale. Donc cette tension salariale doit être respectée. J'ai lu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, il semblerait que dans cette législature, ils auront 33 000 $. 33 000 $. Mais si c'est vrai, je dis mais si c'est vrai, c'est scandaleux. C'est pas possible.
on ne peut pas passer de 21. Et je dis bien, si c'est vrai, je ne confirme rien. Mais si cette information est vraie, ben c'est très grave. Parce que, entre-temps, les salaires des enseignants... Les enseignants. Dans un pays, entre un député ou un sénateur et un enseignant, qui est le plus indispensable? C'est l'enseignant. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de sénateurs, qui marchent très bien. Le Sénégal a supprimé le Sénat. C'est-à-dire que les élus peuvent manquer dans un pays, mais les enseignants ne peuvent pas manquer. Et d'ailleurs, dans tous les pays qui ont compris, sont des pays qui traitent très bien leurs enseignants. Parce que nous tous, nous sommes là, parce qu'un jour, il y a des gens qui nous ont appris à lire et à écrire. Mais qu'est-ce qui fait que ce sont des choses qu'on avait déjà décriées, mais on a vu ça au mandat passé, comme les 21 000 $. Vous voyez, ce sont des choses, la hausse de... En fait, la hausse des émoluments, la hausse des salaires des ministres, du membres du gouvernement, cependant que ceux qui sont en dessous sont sous-payés, s'il faut les dire. Vous avez raison, madame, vous avez parfaitement raison. Vous savez, quand c'est rouge, il faut dire rouge, hein, c'est ça, vous avez raison. Et nous demandons au chef de l'État de veiller sur cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, très peu de gens sont soucieux du bien-être de la population, que personne ne veut tromper. Ils sont très peu. Et c'est comme ça que nous on s'en remet au chef de l'État. Comme c'est le garant des institutions, il est le garant de la bonne marche des institutions, nous lui demandons de veiller à ce que la tension salariale soit respectée. Il faut quitter un pays de politiciens vers un pays de citoyens. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. C'est scandaleux lorsque pour vivre aisément, il faut être en politique. On a vu lors des élections plus de 23 000 candidats. Toutes ces pas toutes, la bon nombre de ces candidatures-là, ce sont des demandes d'emploi, tout simplement. Ce sont des gens qui en tout cas très peu, hein, il y a certains, peut-être que je connais, qui ont la carrure d'être là, mais bon nombre, c'est 21 000 $ qui sont dans la tête. Et donc, il faut réduire tout ça de manière à remonter les autres couches sociales. La justice sociale, madame, la justice sociale, ce n'est pas seulement le fait que le juge rende de bons jugements, pardon. La justice sociale tient aussi, et je pense essentiellement, de notre manière de nous redistribuer nos ressources. Si nous n'avons pas beaucoup de moyens, ce qui est peut-être vrai aujourd'hui, la République n'a pas beaucoup de ressources, mais le peu qui est là, on doit déjà bien nous le partager. Parce que si, avec ce qui est là, on ne sait pas faire preuve d'équité, même quand on aura des budgets conséquents, il n'y a pas de garantie que les choses s'améliorent. Donc je pense que le chef de l'État doit être intransigeant sur cette question. Malheureusement, ces initiatives devaient venir de nos élus. Parce que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. En l'occurrence, l'Assemblée nationale qui a préséance. Mais on a tous vu la manière dont le Parlement passé s'est comporté, surtout le président Bosso, qui ne donnait pas assez des paroles aux députés. Il s'est comporté en gourou, en maître absolu. Est-ce que la même cause ne va pas-t-elle engendrer les mêmes effets? Oui, justement. Bon, le président Bosso a quand même une certaine expérience. Personnellement, par contre, je considère qu'il a bien tenu sa chambre, la chambre basse. Il a bien tenu sa chambre, avec discrimination, avec... Vous parlez de débat ou vous parlez de... Il ne donnait pas la parole aux députés, il n'y avait pas assez de débats. À tout moment, il coupait et arrachait la parole aux députés. Il faut consulter le règlement intérieur. Il y a un règlement qui organise tout ça et voir à quel niveau il a fauté. Parce que en tant que président, même nous avocats, devant la barre, le président du tribunal, c'est lui qui a la possibilité de débat. Si vous ne vous comprenez pas... Mais il faut le faire avec équité. Il a tout à fait le droit de vous arracher la parole. Parce que la police du débat dans une audience est tenue par le président de la Chambre. Le faire en bon escient, non? Effectivement. Donc, il faut consulter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour voir ce qui a été fait. Et naturellement, nous ne pouvons que espérer que ça se passe mieux prochainement. Que faire pour avoir un gouvernement efficace? Déjà, il faut choisir
des bonnes personnes. Il faut choisir des bonnes personnes. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas à sa place, il est difficile qu'il produise des bons résultats. Qui va choisir les bonnes personnes? Le gouvernement est formé. Bon, sur le plan politique, les usages sont que les noms sont proposés un peu de part et d'autre. Le chef de l'État, certainement, doit aussi avoir vu sur tout ça. Et qu'il veille. Moi, encore une fois, je pense que le chef de l'État... Le problème des castings se pose à tout moment. Non, on ne peut pas... Si on va dans cette direction-là, nous allons droit au mur. Il faut cette fois-ci, si nous voulons que le chef de l'État termine son mandat, excusez-moi, la tête haute, il va falloir qu'il soit exigeant en ce qui concerne les acteurs, les animateurs des différentes institutions. Sinon, nous allons retomber dans les mêmes travers. Le préalable, c'est la sélection des animateurs. Toujours le même visage? Les mêmes personnes? Pas forcément. Le problème est que parce que nous risquerons d'avoir le même visage, les mêmes personnes pour le même résultat. Je pense que nous devons situer le cadre. Le gouvernement est issu de la majorité au Parlement. C'est peut-être ça le problème. Tout part de la majorité parlementaire. Bon, ce n'est pas nécessaire que tous les ministres viennent de l'Assemblée, mais du moins le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. On peut piocher un peu à gauche, à droite pour étoffer l'équipe, mais le Premier ministre sera élu, sera désigné au sein de la majorité parlementaire. Mais comme je dis, le chef de l'État a un regard sur tout ça et nous lui demandons de veiller... Vous êtes sûr qu'il a un regard sur ça? Oui, absolument, absolument. Nous lui demandons de veiller pour que les infiltrés, les intrus, pas les intrus, les gens qui ne sont pas à leur place soient hors d'état de nuire, qu'on nous mette des gens qui sont capables de relever la République. C'est ce que tout le monde attend. S'il vous plaît, vous êtes un juriste, vous êtes un avocat. Sur le plan du droit, qu'est-ce qui a marché dans notre pays? Est-ce que le temps des droits a marché? La justice a marché? Que reprochez-vous du ministère du ministère de la Justice du mandat passé? Que reprochez-vous du ministère de l'Intérieur du mandat passé? Je pense que ce qui a marché, je voulais plutôt réfléchir dans le sens inverse. Ce qui n'a pas marché, ou bien ce qu'il faut renforcer. Je reviens sur le traitement. Moi, parlant de mon secteur d'activité, la justice, la première des choses, c'est d'améliorer le cadre judiciaire congolais. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont sous-payés de faire des miracles. Ce n'est pas possible. Parce que ces gens-là sont des responsables, ce sont des pères de famille, sans pour autant cautionner ce qui s'est fait. Mais s'il faut expliquer, pas justifier, expliquer. Le problème est que nos magistrats, par exemple, ne sont pas bien. Je pense qu'en Afrique centrale, ici, nos magistrats sont les moins payés. Même des petits pays comme, entre guillemets, comme le Congo-Brazzaville, les magistrats sont très bien payés. Le Gabon, sont bien payés. Le Gabon, il faut commencer par là. Bien rémunérer les magistrats et améliorer leur cadre de travail. Il y a des tribunaux à construire à travers le pays, il y a des cours, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis... les audiences se font sous les palmiers. Bon, nous avons vu... les magistrats n'ont pas de bureau, surtout à l'intérieur de province. Nous avons vu ces images, effectivement. En fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut un investissement. Il faut une politique. J'ai connu, mais c'était un cousin d'un voisin qu'on avait, qui a été muté, je ne sais pas, vers le Bandundu là-bas, qui a refusé de partir. Il m'a dit non, il y a des magistrats qui sont affectés dans des juridictions qui n'existent pas encore, qui n'existent que sur papier. Le bâtiment, soit il est en délabrement. Pas d'infrastructure. Pas d'infrastructure, ils ne savent pas se loger. Surtout dans le Congo profond, c'est très fréquent. Il y a des tribunaux qui sont laissés à l'abandon, qui ne sont pas entretenus, donc on ne sait pas travailler. Vous savez, dans ce décor-là,
vous ne pouvez pas espérer mieux. Est-ce que, Disons-nous la vérité. Maître Williams, est-ce que les ministres que nous avons toujours eus, est-ce qu'ils savent au moins leur job description? Ah oui, il y a des textes de loi qui organisent chaque ministère, qui définissent un peu les attributions de chaque ministre. C'est connu. Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est à quel niveau le problème? Le problème, c'est la manière d'exécuter le programme et puis le suivi. Il se pose aussi un problème de la culture managériale. Et un peu de sérieux dans ce que nous faisons. Et je pense que nous, Congolais, c'est à notre honte que nous le disons, mais c'est la vérité. Nous avons perdu la culture du travail bien fait. Hein? Les Congolais ont perdu ces soucis-là d'être meilleurs dans ce qu'ils font. Et c'est partout. C'est partout. Même dans l'appareil judiciaire. Et c'est partout. Donc nous devons revenir à ça. Et tout part des animateurs. Lorsque des postes sont des récompenses politiques, c'est là que ça pose problème. Il faut trouver des techniciens, des personnes de bonne moralité qui viennent nous... Que fait le service de renseignement par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont là que pour traquer les gens? Bon, ils ne sont pas là pour voir les critères de gens que le chef d'État va-t-il nommer? Du temps de Mobutu... Ça s'appelait ainsi, non? Oui, du temps de Mobutu, les nominés, lorsque vous êtes pressenti à un poste, les noms transitaient d'abord par nos différents services. Question de voir qui vous êtes, d'où vous venez. Surtout question de moralité. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours d'application aujourd'hui. Je ne pense pas. Je ne sais pas, mais je pense que c'est important. C'est important. Donc, il faut améliorer les conditions de vie, tout simplement, des gens. Même au niveau de l'enseignement. Parce que quelqu'un qui n'est pas motivé ne peut pas rendre un service de qualité. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de miracle. Il faut améliorer les conditions de vie et de travail de nos différentes agents, de nos différentes institutions et de nos différents agents. Toujours par rapport à la réforme et par rapport à l'efficacité du gouvernement, parlons un peu de la SNEL. En tout cas, presque dans toutes les communes, ce problème se pose. On peut faire 2 semaines sans électricité. Le DG de la SNEL a été chassé par les députés, mais on se pose des questions. Par quelle magie il se retrouvait encore à la tête de cette grande institution? Le problème de notre compagnie... Voilà, vous êtes en train de transpirer pendant qu'il y a l'électricité qui est faible, le split ne fonctionne pas. Le problème de notre compagnie nationale... Nous sommes en plein centre-ville, je signale. Même nous, à Gombe, il y a de plus en plus de coupures de courant. C'est presque dans tous les immeubles qu'il y a des groupes électrogènes, sinon vous ne savez pas fonctionner. Il y a des ascenseurs qui bloquent et tout. C'est un problème. Vous savez, madame, il faut toujours tout comprendre dans un sens global. Dans un sens global. La population que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la même population que nous avions il y a 10, 15, 20 ans. On dit toujours gouverner, se prévoir. Oui. Donc, des nouvelles cités qui sont en train de naître à Kinshasa et à travers la République, normalement, on devait y avoir une politique publique. Oui, d'éclairage public. Est-ce que ça se fait? Je ne pense pas. Moi, je suis originaire de Mongafula. Lorsque, au début, parce que Mongafula a été éclairé par une société italienne, je crois qu'on appelait Sadelmi. Les anciens de Mongafula le savent. Ah oui, oui. Mais nous avions des meilleures cabines. Mais depuis le Zaïre. Mais oui, petit à petit, et vous pouviez faire une année sans coupure. Sans coupure d'électricité. Petit à petit, les gens ont commencé à venir dans le quartier. Il y avait de plus en plus de demandes. La cabine est de plus en plus sollicitée. À un certain moment, ça lâche. On nous a informé que le DG de la SNEL est un agronome. Je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne sais En pas. tout cas, Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un agronome. Vous imaginez qu'un agronome à la tête d'une grande institution de l'électricité, on ne sait pas que faire. Comment nous aurons des investisseurs pendant que on a besoin d'avoir des industries, mais on n'a pas d'électricité. Même le chef de l'État est allé battre campagne au Congo central. La SNEL lui a amené des groupes électrogènes. c'est un problème très sérieux parce que vous ne pouvez pas parler développement sans électricité. Ça, c'est clair. Donc, l'électricité au Congo, et à Kinshasa même d'ailleurs, c'est un sérieux problème. La plupart de nos quartiers sont dans le noir. Oui. Et La sécurité, il ne fait que croître par rapport à l'insécurité. par rapport à l'obscurité. C'est aussi l'une des causes de nos quartiers qui ne sont pas éclairés. Donc, les animateurs qui viendront devront... Il faut qu'il y ait un target. Qu'est-ce que vous comptez faire et qu'ils nous présentent un peu un plan. Un plan de... Par exemple, les délestages. Parlons un peu de délestage. Vous savez, maître, s'il vous plaît. Sous Mobutu, je n'ai pas connu ce vocabulaire délestage, FEDER. Non, le délestage... Je n'ai pas connu ça, délestage, FEDER. Le délestage a commencé, je crois, vers les années 97. Le délestage? Oui. Non, ça c'était au départ de Mobutu. Oui, oui. L'AFDEL arrive. Oui, oui. Avec l'incident où les Rwandais ont saboté. Saboté Inga. Voilà. Après, il y a eu des problèmes. On a commencé à distribuer du courant par intermittence. Mais depuis qu'on y est, ça fait 25 ans, madame. À quand la fin de ce délestage? Donc, ça, quelque part, ça veut dire que les gens qui sont promus à des postes, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de projection. La SNEL, on nous dit toujours que nous vendons du courant, puisque nous parlons de la SNEL. Nous vendons du courant dans différents pays. Mais comment est-ce que cet argent-là est affecté? Qui perçoit? Comment ça marche? Personne ne le sait. Personne ne le sait. La SNEL dépend de quel ministère? Des hydrocarbures? De l'énergie. De l'énergie? Ouais. De l'énergie. Alors, on se pose des questions. Le ministre de l'énergie, quelle est sa politique publique? En fait, c'est ça le problème. Hein. C'est toute la problématique dont on parle maintenant. C'est-à-dire que nous avons connu des périodes creuses où des gens sont arrivés dans ma poste, ils se sont servis et ils sont partis. Ce n'est pas que la SNEL, il y a la SCTP, c'est partout. C'est partout. C'est partout. La SNCC avec le fameux contentieux Matata avec les 400 millions de la Banque mondiale. Il a été consulté, Matata Pogno. Qui a... Je termine ma pensée. Il semble que la Banque mondiale avait décaissé 450 millions de dollars, si je ne me trompe pas, pour l'achat des locomotives. Personne ne sait où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Personne. Donc vous voyez, ce sont des passifs qui se sont accumulés comme ça durant des années. Malheureusement, on est toujours rattrapé par ça. Je vous dis qu'on ne s'est pas occupé de la République depuis 60 ans et tout ça retombe sur nous maintenant. L'ONATRA aujourd'hui, c'est presque sur la touche. Nous avons des dossiers où les gens ne sont pas payés, ils ont été retraités il y a des années. Des années. On ne sait pas les payer. Donc vous voyez... Ils occupent des immeubles et l'État veut les dégager des immeubles. Eux aussi ont hypothéqué des immeubles et ils disent que notre Colongo a été... Exactement. Ce sont des passifs qui pèsent sur nos entreprises. Donc il y a eu une mauvaise gestion par le passé qui s'est étendue dans la durée. Qui continue aussi, cette mauvaise gestion. Acceptez ça. Mais ça ne finira pas du jour au lendemain. Je peux vous dire que ça change un peu parce que avec l'avènement de l'IGF, moi je suis avocat, nous avons des dossiers dans différentes entreprises. On vous dit clairement que le paiement doit passer par l'IGF pour voir si c'est justifié. L'IGF aussi n'est pas aussi avec sous l'excès de pouvoir. Ne vous attendez pas à voir des ailes ou une couronne spirituelle. L'excès des ailes, l'excès de pouvoir. Monsieur Alinguetti, un monsieur que j'ai eu l'occasion de voir personnellement, c'est un monsieur qui est en train de faire correctement son travail. C'est un humain, il a certainement ses erreurs, mais il a fait beaucoup dans la lutte contre la corruption. Parce qu'à l'époque, il y avait des sorties intempestives des fonds. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et voilà. Un DG, lorsque
la plupart de nos entreprises publiques, lorsqu'une dépense doit être engagée, le dossier va à l'IGF. On vérifie la traçabilité, c'est quoi, c'est réglo, on autorise, on paye. Donc ça a diminué un peu, l'hémorragie s'est estompée un peu. Mais on ne peut pas dire que nous sommes au bout du tunnel, il faut continuer à travailler. Parlons sur la question de l'Est maintenant, l'insécurité continue. Maître Williams, notre escarmouche. Je veux réunir le Parlement, je veux bombarder. Il y a plusieurs escarmouches déjà. Les gens tombent. Vous savez, madame. Non, soyons sérieux. J'ai toujours dit, nous avons une mauvaise perception de la situation de l'Est. Je vous rappelle que ça fait 30 ans. Parce que nous, à l'époque, on pensait que ce n'était que les Rwandais qui nous menaçaient. Mais le chef de l'État à l'époque et l'UDPS nous avait dit que la guerre à l'Est, c'était Kabila, non? Bon, je termine ma pensée. Allez-y. Aujourd'hui, avec les gouverneurs militaires surtout qui sont là, nous avons vu des images où même des Congolais ont été arrêtés avec des armes et livrés aux groupes armés. Il y a beaucoup. C'est-à-dire que c'est une nébuleuse. La situation à l'Est du pays, c'est une nébuleuse où on ne sait pas exactement qui est dedans. Il y a le Rwanda, effectivement, qui tire profit de tout ça. Mais il y a aussi nos officiers. J'ai vu des images des officiers qui ont été condamnés dans des tribunaux militaires pour avoir commis tel acte de trahison, pour avoir manqué à tel devoir. Donc, personnellement, ce que je pourrais demander au chef de l'État, c'est encore une fois, les moyens conséquents à nos forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous ne voyez pas que le chef d'État, des fois aussi, a des ratés dans sa communication? Maintenant, ça le rattrape. Moindre escarmouche. Comment ça? Moindre escarmouche, je vais bombarder. Il y a plusieurs escarmouches qui sont tombées là-bas. Mais vous ne voyez pas des images qui nous parviennent. Vous n'êtes pas informé. De quoi? L'ennemi est en train de subir des revers terribles, madame. Vous êtes en train de... Vous savez quelle est la superficie? Vous êtes en train d'amadouer les gens ou comment? Non, pas du tout. Il faut... Madame, ce pays est à nous tous. Je pense que nous devons être sincères envers la République démocratique du Congo. C'est notre pays, c'est notre seule patrie. La situation de l'Est est très complexe. Ce n'est pas seulement attaquer une position militaire quelque part et la guerre se termine, non. Il y a des miniers, il y a des Congolais. Mais il nous avait dit que je me sentirais dans la peau du chef de l'État lorsque je mettrais fin à la guerre de l'Est. Mais il est encore là, il y travaille. Donc on ne peut pas lui répondre. Il avait dit que Tsurina Koti a que ça, l'économie était guerre à Est aussi. Là. Il parle trop pour ne pas réagir. Il n'avait pas dit ça comme ça. La parole du chef vaut beaucoup. Moi par contre, j'ai toujours aimé la sincérité du chef de l'État. Oui. Quelle sincérité? Je préfère que quelqu'un me dise que ça n'a pas marché, plutôt que quelqu'un me dise que le Congo... Lui qui se justifie à tout moment. Le Congo se porte mieux qu'il y a 15 ans. Vous connaissez cette phrase-là? Je préfère qu'un chef me dise que ça n'a pas marché, il faut y travailler encore, plutôt qu'un chef qui nous raconte des histoires. Le président Félix est sincère. Peut-être que nous... Sincère en quoi? Non, il est sincère dans ce qu'il dit. Comme quoi il a dit qu'il est sincère? Non, mais c'est vous qui êtes en train de me rapporter ces propos. Quand un chef d'État vous dit que je ne me sentirai à l'aise que lorsque la guerre prendra fin à l'Est, qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Il est encore président. Il a encore 5 ans pour ça. Donc, on ne peut pas le juger définitivement. Tout ce que nous pouvons dire, comment dire, ce sont des points de vue partiels. Parce qu'il continue dans son action. Et puis, madame, je suis toujours mécontent lorsque nous ne voyons pas des avancées que le chef de l'État est en train d'opérer. Parce que la guerre, ce n'est pas que militaire, il y a aussi le volet diplomatique. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi de la tête du pays, le Rwanda a été clairement désigné. Et je peux vous rassurer que le Rwanda a été clairement désigné après de temps, après que des opposants aient parlé. Non, je me souviens encore des opposants avaient organisé des marches pour chasser Karega. Ils étaient maltraités dans leur rue. Lorsque le président est arrivé aux affaires... Ils ont signé des accords. Madame, lorsque le président Félix est arrivé aux affaires, il a tenté une approche amiable.
c'est que je salue. C'est tout à fait Qui a normal. accouché d'une souris. Mais vous pouvez tenter une approche qui ne produit pas de résultats et vous en prenez une autre. Le chef de l'État a tenté une approche amiable. Et il s'est avéré que ses interlocuteurs n'étaient pas sincères. Aussitôt, Mais il savait qu'il y avait l'hypocrisie. Non, mais comment est-ce que vous pouvez le savoir? Il a voulu faire le saint en voulant signer même des accords. Il a signé des accords. Il n'a signé aucun accord. Aucun accord. Les accords ont été signés par les gens que vous connaissez, le ministre des Affaires étrangères sortant, Chibanda. C'est lui qui a donné, le professeur Kalele a révélé tout ça. C'est eux qui ont signé des accords qui donnaient des droits au sujet rwandais. Nous avons reconnu à ces gens-là d'être des Congolais et de se faire élire. Attendez, s'il vous plaît, récemment, ils ont signé des accords pour la vente de nos minerais. Pourquoi vous voulez faire fi? Non, il y a ceci. Dans son approche amiable, parce que le nœud du problème était des matières premières, il y a eu un dispositif dans le sens de mettre toutes les parties ensemble dans un contrat win-win de la transformation de l'or. Mais ce contrat a été suspendu aussitôt. Et vous le savez, il y a des usines, des raffineries qui sont construites ici au Congo, qui sont déjà opérationnelles. Donc le président Félix n'est pas quelqu'un qui voit le mal devant et qui continue à avancer. Il a réajusté le tir. Ça, c'est bien vous qui l'avez dit, parce que vous êtes de l'Union sacrée. Non, pas du tout. Tout Congolais sincère. Et surtout sur cette question de l'Est, c'est très sensible. Le président Félix Tshisekedi vous êtes en train d'amadouer. Le chef de l'État a dit non au mixage. Parce qu'en 2009 et en 2013, en 2020, ils avaient invité le M23 ici, non? Le professeur Mbata l'avait révélé, ils étaient dans le confort, à l'hôtel du fleuve. Madame, en 2009 et en 2013, nous avons accepté que les étrangers occupent des fonctions dans nos différents services sensibles. Et nous le payons aujourd'hui, nous le payerons peut-être encore pour des années. Le chef de l'État a dit non jusqu'aujourd'hui. Soyons reconnaissants, soyons sincères pour une fois. Est-ce que maintenant, les propos tenus par la première dame, à Tababotelui sur Rwanda, nos enfants, nos arrière-petits-fils viendront l'évangile, est-ce que c'était vraiment évident? C'était normal, n'est-ce pas un aveu de chèque? Pardon, vous dites? Les propos de la première dame qu'elle avait tenus dernièrement, à Tababotelui sur Rwanda. C'était cohérent vraiment. Non, là il faut se mettre dans le contexte. Personnellement. Quel contexte? Honnêtement parlant. Est-ce que là il y a moyen de me balancer cette vidéo dont je suis en train de parler, s'il y a possibilité? Non, il n'y a pas possibilité. Allez-y. Madame, honnêtement parlant, je n'ai pas suivi, j'ai vu des commentaires sur les réseaux, je n'ai pas suivi cette interview, n'est-ce pas? Mais la première dame n'a pas de fonction politique dans notre pays. Donc c'est l'épouse du chef de l'État. N'a bien Jean Frabien à tout moment pour lui poser la question de savoir comment va là-bas. Mais c'est une citoyenne congolaise. Vous ne voulez pas qu'elle suive l'évolution de la situation de son pays? L'excès des pouvoirs. Mais non, pas du tout. Si vous aviez le numéro du ministre de la Défense, peut-être que vous l'appelleriez aussi. Vous êtes congolaise, vous avez le droit de savoir... Ce genre de propos est un aveu de chèque, non? Je ne pense pas qu'il faille parler... Ça a dérangé un bon nombre de Congolais. Non. L'aveu de chèque, c'est lorsque quelqu'un n'est plus aux affaires. Le président Félix continue à diriger le pays. Comment vous pouvez dire ça? Rwanda, comment? Je m'abstiens de commenter parce que je n'ai pas suivi cet extrait. Peut-être que lors de mon prochain passage, on pourra en parler. Mais personnellement, je n'ai pas suivi cet extrait-là. Et voilà, déjà on fait signe que nous tendons vers la fin de l'émission. Maître Williams, que conseillerez-vous au chef de l'État pour un gouvernement efficace? Et les recommandations. S'il y a un conseil que je pourrais donner au chef de l'État, pour qui j'ai voté et pour qui j'ai battu campagne à Mongafula, je lui demanderai d'entamer des réformes. J'insiste sur les réformes. Parce que le changement vient de réformes. Lorsque vous travaillez sur le même décor, vous risquez de produire le même résultat. Il faut faire des réformes. Comment faire des réformes? Surtout dans nos différentes institutions.
réduire la taille du gouvernement, réduire la taille de l'Assemblée nationale, mettre la question du Sénat sur la table. Est-ce que nous avons besoin du Sénat maintenant, une chambre bicamérale? Si ce n'est pas nécessaire pour nous, n'ayons pas honte. Certains députés provinciaux exigent 50 000 $, les jeeps, pour élire un sénateur. Nous avons 26 provinces et il y a 26 chambres provinciales. Avec le peu de budget que nous avons, il nous sera difficile de faire des miracles, sachant que nous n'avons pas de routes, nos provinces ne sont pas interconnectées, il y a des écoles à construire, il y a des hôpitaux à construire, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de défis à relever. Beaucoup de défis, nous n'avons pas de chemin de fer pratiquement, nous n'avons pratiquement pas d'avions, il y a des avions, l'armée, moderniser l'armée, nos différents services de renseignement, les renseignements militaires et civils, il faut équiper et renforcer les effectifs. Tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et cet argent-là, avant de tendre la main à nos partenaires, je pense qu'avec une bonne politique ici en interne, on peut faire mieux. Je ne parle pas des enseignants, des policiers. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que les policiers achètent eux-mêmes leur tenue. Oui, oui. Mais c'est très grave, madame. C'est pas possible. Donc, c'est là qu'il faut opérer. Le changement doit venir de là. La logistique doit être bien suivie à la loupe. Un budget conséquent et suivi. Un budget conséquent. Vous imaginez un militaire à l'Est, au front, sa famille déguerpie au camp. On déguerpit un militaire, ou bien il est là peut-être pendant autant de temps, la ration n'est pas, la prime n'est pas intéressante. Comment voulez-vous que les gens nous produisent des bons résultats? Déjà, ils se surpassent, ils font déjà beaucoup avec le peu qu'ils perçoivent. Donc si l'État peut améliorer encore les choses dans ce sens, ça ne sera que pour le bonheur de votre mot de la fin. Je vous remercie déjà de me recevoir. Je vous en prie. Ça faisait longtemps depuis que l'année a commencé. Et je compte y être le plus souvent pour que nous puissions débattre sur les questions d'actualité du pays. Et je remercie tous ceux qui se sont donné la peine de nous suivre. Et voilà, Maître Williams, merci d'être passé. Merci, madame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Maître Williams Itsassa. Il est cadre du parti politique AADC. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est un parti là kilométrique de Madame Adel. On a parlé sur les élections, le profil du Premier ministre, l'efficacité du gouvernement prochain, la réforme institutionnelle sur la question de l'Est. Merci à Enoch Mbala, merci à Light Moutonge, merci à toi James Sanzembois depuis Mongafula. Que Dieu bénisse la RDC. Papa Henri Barouamé, merci à vous. La Fondation Loubaki, merci pour le message. Que Dieu bénisse nos FARDC. Et que Dieu protège son peuple. Au revoir, Inch'Allah.